je m'appelle Hugo Bain, je suis honoré d'être l'invité de la Fédération Open Space Maker, qui est vraiment pour moi un modèle en fait d'accompagnement d'une structure comme le CNES, dans lequel il y a des chercheurs, dans lequel il y a de l'openness. Et je vais avoir un angle un petit peu complémentaire de celui d'Alizé, parce que en fait, moi, je vais vous expliquer, en gros, faire quelques rappels sur des angles pour apporter ma manière d'aborder un petit peu la question de ce soir. Et puis en dernier, je donnerai peut-être juste quelques pistes et une alerte pour le groupe en fait qui attaquera le thème 2. Donc je vais aussi partager mon écran tout de suite. Donc c'est parti. Hop, donc du coup, je vois que Valérie Guichon est parmi nous. Valérie est vice-présidente d'une micro-association qu'on a créée au mois d'octobre après un an de réflexion qui s'appelle le Climate Change Lab et qui est d'ailleurs inspirée sur un de ses volets par le magnifique Low-Tech Lab. Et donc Emmanuel Poisson-Quinton et d'autres personnes, on les a contactés dès la jeunesse du projet. Et en gros, sans la faire longue, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est très clairement mobiliser les communs. Donc, en effet, ces biens communs numériques, en fait, pour concerner les gens au partage de solutions autour des effets du changement climatique. D'accord? Donc, on pense que la manière dont on traite les effets, elle peut aggraver les choses et aussi qu'elle a une vertu, c'est qu'elle permet que les gens se sentent concernés immédiatement. Donc, on est trop content d'être vos invités. Alors maintenant, sur un petit rappel quand même rapide, c'est que, et je vais aller vite parce qu'Alizé l'a très bien expliqué, heu, en 2011, moi j'ai été percuté par, quelqu'un, dont j'ai vu la vidéo sur internet, que j'ai rencontré et qui depuis a fait beaucoup d'inspiration qui a en gros, il y a eu beaucoup de projets qui s'appellent, la Fab City, que beaucoup d'entre vous connaissent, s'appelle Thomas Diez et en gros, il a, inventé en 2011 un concept qui s'appelle, Pytho, From Pytho to Dido et donc je rappelle quand même les ces fondamentaux qui sont une utopie fondatrice, qui, s'est incarnée au départ à Barcelone et aujourd'hui sur laquelle il y a une trentaine de villes et qui, dit en gros: «Il faut de toute façon qu'on diminue drastiquement les circulations de matière». Donc en fait, il y a pas le choix. Donc en gros, c'est lié aussi bien à la manière, dont la matière est extraite, qu'à la manière, dont la matière doit se déplacer pour aller dans des centres et de ces centres, aller vers des centres de consommation qui, eux, vont balancer des déchets qui vont repartir dans la nature et dans des centres de déchets. Donc ça, c'est, product in, trash out. C'est l'analyse simple, en fait, de concentration entre des nœuds efficients dans une société de consommation et de marché qui va augmenter ses flux, augmenter sa croissance, augmenter sa vitesse, augmenter sa rentabilité, être super contente jusqu'à ce que ça casse. Et à côté, il propose un truc qui est data in, data out, donc le DIDO et qui est, à mon avis, à tort, relié à des grosses unités parce que moi je me sens beaucoup plus proche, de ce qu'a décrit Alizé en termes d'avenir, c'est-à-dire des unités beaucoup plus petites, maillées entre elles, sur des mailles de résilience locale. Mais en gros, vous voyez bien que l'idée, c'est qu'en fait, on fait un pot commun, donc comme Open Space Maker, comme le Low-Tech Lab, comme, la plupart des Fab Labs. On fait un pot commun et dans ce pot commun, ce qu'on va mettre, c'est de l'intelligence collective sur la manière de réinterpréter les atomes, les molécules et les savoirs. Donc ça veut dire qu'en gros, on doit apprendre ce que disait Alizé, c'est-à-dire à recomposer ce qu'on a près de nous en réinterprétant une gamme musicale qui est ne pas réinventer l'eau chaude parce que je vais avoir une ingénierie, je vais avoir des plans, je vais avoir des molécules même, je vais avoir des process qui vont être versés dans le bien commun de l'humanité avec l'objectif de diminuer les flux de matière. D'accord? Ça, c'est les fondamentaux. Moi, je veux faire un zoom très rapide sur la crise du coronavirus. Il me reste 5 minutes 40 pour vous rappeler une chose, c'est quand même qu'il y a eu un moment très court pendant lequel on a eu besoin d'objets qui étaient des objets plus importants que des chaussettes avec des fraises rouges dessus, typiquement des objets de soins. Et il s'est arrivé que notre super monde moderne ultra performant, en fait, il s'est arrêté concrètement. Il s'est arrêté concrètement dans les flux de matériaux et on a vu que très vite, en fait, comme notre efficience était en flux tendu, eh ben, on était obligé de se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez inédit dans le monde moderne en dehors d'une guerre, c'est-à-dire que les avions volaient plus et que très vite, on s'est aperçu qu'on était hors stock et très vite, on s'est aperçu d'autre chose, c'est quand il y a une pièce qui casse dans un bloc opératoire, un exemple, par exemple, quelque chose qui pousse une seringue, ça sert à rien de fabriquer ou d'imaginer
donc on a le respirateur de rechange parce que si on pousse pas la seringue pour injecter au patient, le respirateur ne sert à rien. Donc l'interdépendance des morceaux qu'il y a localement dans une chaîne, plus la dépendance au flux tendu de logistique rentable, il crée des trous. Et dans ces trous, bah, faut sauver des vies. Et quand il faut sauver des vies, on arrive à des recompositions rapides qui permettent d'incarner, au niveau planétaire et au niveau local, ce qu'on appelle la fabrication distribuée de choses qui sont partagées ou pas de manière immatérielle, de manière à ce qu'on ait le droit de les refabriquer. D'accord? Donc, j'ai pas le temps de vous détailler ce processus, mais dans les grandes lignes, ça c'est un processus qui est intéressant parce que au départ, il y a eu les couturières. Les couturières, en fait, qu'on voyait dans les campagnes, elles ont toutes refait un plan de masque qui a fuité sur le site internet d'une radio du sud de la France au travers d'un PDF envoyé par un médecin du CHU de Grenoble à ses équipes pour pouvoir, à partir de leurs t-shirts, soigner. Ça a été refait plus de 100 000 fois. On l'appelle pas des makers, on l'appelle pas des Fab Labs. C'est de la fabrication distribuée sur base de matériaux locaux à très grande vitesse en contexte de pénurie sur de l'intelligence collective. D'accord? À côté, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des cycles qui étaient des cycles plus complexes et qui ont amené à des choses à des échelles différentes, qui sont des échelles qui vont, dans ce que j'appelle la fabrication multimodale, toucher un particulier chez lui, un Fab Lab, une PME de village, une entreprise de moyenne taille ou des gens comme Airbus, Dassault et Renault. D'accord? Tout ça, c'est fait et pour que ça se fasse, il faut un cycle qui dure au moins 3 mois. Hélas pour nous, le cycle, il n'est pas tout à fait fini encore, quoi qu'on nous raconte. Donc en gros, ici, on a un exemple dans lequel on a une vue sur stock à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans laquelle on a en gros des appels à plans. Ces appels à plans sont lancés sur 2 communautés de développeurs bénévoles, une qui s'appelle Just One Giant Lab et l'autre qui s'est montée en 48 heures sur Discord avec 2000 Français. Ils vont chercher ce qui existe dans l'open source mondial des gens qui dessinent des solutions. Ils sélectionnent 10 solutions fabricables. Ces 10 solutions sont sélectionnées le matin à 10 heures. La PHP décide d'en valider cliniquement dans la semaine, après que les modèles aient été imprimés de différentes manières. Et une fois qu'ils sont des fiches PDF et mis sur un catalogue, il y a une catégorie qui est fabricable par des makers, une catégorie par des Fab Labs qui peuvent les redessiner. Les Fab Labs adaptent des moyens d'usine et de PME pour pouvoir les fabriquer plus tard en plus grande quantité. Et les projets complexes, eux, sont adressés sur des acteurs dans lesquels on a des industriels, des ingénieurs, des Fab Labs et des gens. Ça, on en a la preuve, c'est un processus assez étonnant. Il me reste 2 minutes. Donc sur ce cas d'école, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que notre société, rentable ou non, avec la télé ou pas, et tout ce qu'on nous raconte, elle est tombée en panne. Et dans cette panne, elle a dû d'un seul coup imaginer des réponses sur des objets qui étaient plus ou moins précis, en étant plus ou moins frugaux, et le faire vite. À gauche, vous avez une cartographie des principaux groupes Facebook des collectifs de makers solidaires, sur le même modèle que les couturières. Je ne parle pas des Fab Labs, hein. Je parle des 5000 personnes de Makers contre Covid, je parle des 6000 de Visières solidaires, je parle des 3000 de la communauté d'Heliox et je parle des 130 ou 200 Fab Labs qui se sont mobilisés pendant la crise. Ça, c'est de la microproduction avec du design bénévole contrôlé par des gens qui connaissent un petit peu mieux et très souvent peu d'allégations médicales, donc tout le monde cherche comment ne pas tuer. Donc tout le monde va chercher sur internet de la bonne info. Ensuite, à côté, vous avez un truc qui est très peu connu. D'ailleurs, je pense que ça ne se fera pas en Europe, ça va se faire au Ghana avant de se faire ailleurs en France, bien hélas. C'est une ferme d'impression 3D montée à l'instigation de Martin Hirsch et de la PHP des hôpitaux de Paris, à Cochin. Elle tourne en ce moment. Elle a imprimé 35 000 objets. Ces objets ne sont pas que des objets de santé, c'est des poignées de brancard, c'est des clés de secours, c'est des lampes, des pièces de remplacement pour des lampes chirurgicales, bref, tout ce qu'on ne pouvait pas trouver, puisque quand on est hors stock, un élément blanc et ça bloque. Ça, c'est le prototype. Toutes les pièces imprimées sont open source, un catalogue est en ligne et des fiches d'allégation médicale étaient créées dans la semaine. À droite, on a le logo du Macaire, qui est un projet plus complexe, haut de gamme, impossible à fabriquer, bien sûr, avec des imprimantes 3D, totalement open source. Le seul moyen de le valider dans les délais, c'est la Direction générale de l'armement. Lui, il n'est pas encore utilisé. D'accord? Alors, il est bien, il est super, c'est un fleuron de l'industrie française, mais il a aidé pour l'instant à sauver personne. Par contre, il a prouvé que c'était possible d'incarner ses communs. Et en dessous, vous avez le Mascaf Nord. Quand le Mascaf Nord est arrivé, on a arrêté les autres. Il me reste 1 minute. Donc ça, c'est un exemple de fabrication multimodale. Cette fabrication, elle n'adresse pas, d'accord, contrairement à d'habitude, des gens qui pensent à sauver la planète. Yves Rocher, à gauche, a fabriqué la formule de gel de l'OMS. Pourquoi la formule de gel de l'OMS? La même que font les hackers à Rennes dans les squats de migrants, parce qu'elle est garantie légale. D'accord?
Elle est garantie légale, elle est frugale, elle est assez facile à refabriquer. Les pharmaciens ont eu la formule dans le Vidal pour, comme les Fab Labs, la refabriquer localement partout en France. Au milieu, on a les tisserands de Charlieu, à droite, on a Petit Bateau. Et donc tout ça, ça nous prouve que finalement, cette fabrication distribuée ne concerne pas des utopistes, mais qu'elle est tout à fait possible en reprogrammant pour la première fois des moyens de production existants. On veut raser des usines pour faire des usines modernes, mais en fait, si nos usines étaient conçues pour fonctionner autrement sur d'autres matériaux et surtout être reprogrammables, oui, peut-être qu'on pourrait faire autrement des cycles. Donc aujourd'hui, on a d'énormes trous dans la raquette, hein, pas Damien, je vais déborder juste d'une minute, il y a plus que 2 slides. Le trou dans la raquette, on l'a constaté au Climate Change Lab en organisant récemment, on travaille beaucoup avec les Africains et les Fab Labs africains et les médecins africains, une rencontre entre chercheurs tout à fait comparable au CNES avec l'Institut de recherche pour le développement et de très nombreux Fab Labs valorisateurs de recherche, c'est que depuis cette crise du coronavirus, il y a eu une accélération assez importante de ce qu'on appelle les versements de recherche ouverte en open science, à l'instar de ce que vous faites. Par contre, ce que les gens ont dans la main, il n'y a rien. Alors, il y a des choses qui sont refabricables localement en petite série, d'accord? Mais je vais vous donner un exemple de l'importance pour moi d'associer les acteurs qui construisent sur les moyens actuels dans d'autres logiques. C'est que sur l'accès aux prothèses, on a 8 des personnes dans le sud. C'est pas qu'il y a pas de plan, hein, de prothèse frugale, c'est que ça ne rapporte pas assez et ça en quantité bien supérieure à ce que feraient les labs sur des bases de plans open source pour qu'on puisse au moins les réparer et là-bas inventer pour les faire avec des matériaux locaux. D'accord. Donc ça veut dire que le gap entre notre fierté de verser en openness et la réalité terrain, d'accord, aujourd'hui, il est encore énorme. Donc sur la question qui est celle de l'atelier 2, elle est un petit peu proche de cette question. C'est en gros, est-ce que beaucoup de petits ateliers, ils vont pas avoir plus d'impact environnemental et de gâchis qu'une seule grande usine? Ça, c'est évidemment une question, à mon avis, qui ne dépend pas uniquement de l'organisation dans le petit atelier ou dans le grand atelier. Donc, juste la petite touche sur la minute de débordement, c'est, je conseillerais en fait de ne pas se focaliser que sur l'organisation de l'outillage de l'atelier. Pour moi, ce qu'a dit Alizée est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment questionner le système et les règles. C'est-à-dire, en gros, on parle de quels besoins à pourvoir. En santé, par exemple, c'est une vraie question. En fonction du niveau de besoin que vous avez, vous changez radicalement la manière dont vous organisez ce que vous fabriquez ou ce que vous surcyclez. Est-ce que ce que vous designez peut servir à autre chose? Combien de temps? Pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas frugal par défaut? Quelles sont les bonnes raisons pour que ça ne le soit pas? Est-ce que vous êtes capable de reprogrammer des robots d'usine, par exemple, qui font des voitures pour faire autre chose que des voitures? Est-ce qu'on peut les démonter pour faire autre chose? D'où viennent vos matières premières, l'audit local, les inputs et outputs de votre production? Et aussi une question qui, à mon avis, est très importante dans le contexte du changement climatique. Quelles sont, en gros, aujourd'hui, votre adaptation à l'incertain et votre résilience dans le système? Vous pouvez construire un truc qui est très joli, mais au moment où, en fait, vous êtes dans une interdépendance basée sur du flux tendu rentable, on voit que ça provoque des gros, gros problèmes. Donc la certitude de l'incertitude peut, quelque part, nous obliger à avoir des réflexions qui nous ramènent à des mailles très, très proches. Donc ces mailles proches, évidemment, elles ont un rapport avec la taille des usines et leur interdépendance. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée avec en gros ce jardin. Merci.